Good evening and good morning to friends around the world. I'm Anne Collins Goodyear, co-director of the Bowdoin College Museum of Art. It is my pleasure to welcome you today to a talk by the artist Hervé Youmbi about his remarkable installation, Two-Faced, Double Visage, of 2015 to 2017, part of his Faces of Masks series. The work was recently acquired by the Bowdoin College Museum of Art and is now included in the museum's exhibition, Presence of the Past, Art from Central and West Africa. Although the museum is not currently open to the public, the exhibition and Mr. Youmbi's work can be viewed in the online version of the exhibition, now available on our website. We can't wait until it is possible to share it with the public in person. These circumstances make all the more precious this opportunity to hear directly from Mr. Youmbi about the development of this work, which not only represents an exquisitely crafted series of objects, but also raises important and provocative questions about the history of the collecting of African art by Western institutions, as well as the question of the permeable boundaries between anthropology, ethnography, and the history of art. Joining us today from Douala, Cameroon, Hervé Youmbi was born in the Central African Republic in 1973 and raised in Cameroon. He developed a passion for art in his youth and studied at the Institut de Formation Artistique in Cameroon and later at the École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg in France. Hervé Youmbi is a founding member of the Cercle Kapsiki, a collective of 5 Cameroonian visual artists established in 1998. The K Factory, the collective's home, based in the New Bell district of Douala, functions as a laboratory for artists from different disciplines. This spirit of interdisciplinary exploration animates Mr. Youmbi's own artistic practice, which incorporates sculpture, installation, performance, video, and writing. His work has been exhibited and collected around the world by such institutions as the Smithsonian's National Museum of African Art, the Newark Museum, the Cleveland Museum of Art, the Royal Ontario Museum, the LWL Museum for Kunst und Kultur in Münster, Germany, and the Yasmin and Peter Koenig Collection in Germany. It has also been supported by numerous prestigious fellowships and residencies. And indeed, I am delighted to announce that just 2 days ago, the National Endowment of the Humanities awarded a major grant to the North Carolina Museum of Art and the National Museum of African Art for a new groundbreaking exhibition entitled New Masks Now, Artists Innovating Masquerade in Contemporary West Africa, a project on which Hervé Youmbi will serve as a collaborative researcher and contributing author. We are thrilled that following the 25-minute presentation by Hervé Youmbi, which has been pre-recorded, he will be joined for a discussion with the audience by Dominique Malaquet, who is with us from Paris. Dominique Malaquet is a senior researcher at CNRS, Institut des Mondes Africains, in Paris, France, and co-director with Kadiatou Diallo of the experimental curatorial platform SPARC, Space for Pan-African Research, Creation, and Knowledge. She sits on the editorial board of several journals and reviews, including Chimanenga, Politique Africaine, and Savvy, and is past president of the Arts Council of the African Studies Association. Her work addresses intersections between political violence, economic inequity, and the making of urban cultures in the late capitalist present. Dr. Malaquet is well acquainted with the work of Mr. Youmbi, having written extensively about it, including publishing a monograph about the artist in 2011. Dr. Malaquet and Mr. Youmbi have previously collaborated in discussions about contemporary African art and on curatorial projects. We are thrilled that this dynamic team can come together for a conversation with viewers today
about Mr. Yombi's work. I also want to express my appreciation to Lisa Britton of Access Gallery for all she has done to make possible this program. The discussion following the presentation will proceed in English, and we're grateful to Dominique Malaquet, who will kindly translate questions for the artist and translate his responses into English for us listeners. Please feel free to submit questions using the Q&A function throughout the presentation. Although these will not be visible to other members of the audience, they will be visible to the panelists. The presentation is captioned in English. For viewers who would like captions during the discussion period of our program, please use the live transcript feature. Please join me in a warm welcome for Hervé Yombi and Dominique Malaquet. And now, please enjoy Hervé Yombi's presentation on the Visage de Masque, or Faces of Masks. D'un projet qui me passionne, un projet qui me tient vraiment à cœur, intitulé Visage de masque. Visage de masque est un projet que j'ai initié en 2010, du moins pour le fait de sa conception. La première pièce de ce projet a été réalisée en 2011, mais il faut reconnaître, c'est effectivement en 2014-2015, dans le cadre d'une résidence de création à Banjul Station, que l'essentiel de la première partie de ce projet a vu le jour. Banjul Station est un espace complexe constitué de galeries, de centres d'art et de musées d'art contemporain. Et c'est une fondation de Batelbi Togo, un artiste plasticien camerounais de renommée internationale. Donc c'est un réel plaisir d'être dans cet espace-là qui est situé à Banjul, donc au cœur de l'espace géographique de la région de l'Ouest Cameroun, pour réaliser ce projet parce que ça me permettait d'être en connexion avec plusieurs savoir-faire locaux. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, le projet Visage de masque interroge l'impact de la colonisation sur la production des masques rituels et cultuels en Afrique aujourd'hui. Il nous invite aussi à la découverte d'une réalisation hybride qui s'inscrit dans une mobilité inhabituelle entre l'univers rituel et la scène de l'art contemporain global. Visage de masque a pris la forme d'une installation au début, parce qu'il y a aujourd'hui deux formes de présentation de ce projet. La première forme était une installation constituée de masques hybrides, comme je l'ai dit tantôt, qui gravitaient autour des caisses en bois, comme on peut le voir sur l'image, des caisses en bois estampillées d'images de masques classiques africains appartenant aux musées occidentaux, notamment européens et américains. Donc c'était une sorte de mise en dialogue de ces éléments-là. Et donc, pour réaliser ce projet, il faut préciser qu'il y a un certain nombre de collaborations qui ont été mises sur pied. Mais avant de parler de cet aspect de ce travail, permettez-moi de commencer par dire qu'est-ce qui a motivé la réalisation de ce projet. Visage de masque est un projet qui est né d'une certaine frustration. J'ai dit frustration parce que il ressortait de mes lectures un certain nombre d'informations concernant la question de l'authenticité des masques africains qui auraient cessé avec l'avènement de la colonisation. Il y a également et surtout la découverte pendant des cérémonies rituelles à l'Ouest Cameroun, auxquelles j'ai été convié, des funérailles de membres de familles, d'amis proches et des membres de la famille, de ma famille à moi. Et j'ai été choqué à plusieurs titres de découvrir des scream masks, ces masques élastomères qui ont été rendus, oui, ça célèbre par la série de films Scary Movie, des films qui ont été tournés à l'occasion de la célébration d'une fête folklorique aux États-Unis, notamment dénommée Halloween.
je me demandais quel était le rôle et la place de ce masque à cet endroit, parce que les photos qui défilent actuellement présentent à juste titre cela. On a une omniprésence dans les cérémonies africaines, et j'ai des amis qui m'ont envoyé pas mal de photos du Burkina Faso, du Botswana, et moi j'en ai vu plusieurs à l'Ouest Cameroun utilisés pendant les cérémonies. Et je me demandais, mais quelle est la place et le rôle de ces masques à cet endroit? Est-ce à dire que les porteurs de masques ou les fabricants de ces masques, des masques classiques africains, n'exercent plus pour que les jeunes membres tombent sur le premier masque venu et l'utilisent dans des cérémonies rituelles? Est-ce à dire que ces masques sont, la réalisation des masques sont aujourd'hui tellement onéreux que ces jeunes sont obligés de se rabattre sur tout ce qu'ils trouvent comme masque tombé du camion? Et la question phare qui m'a vraiment taraudé l'esprit, c'était de me dire, tu es artiste plasticien, tu vis dans cette époque et tu participes aux cérémonies rituelles pendant lesquelles les masques sont portés et sont utilisés dans des danses ritualisées. Si on te demandait à toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour contribuer à l'enrichissement de l'écriture des masques dans cet univers-là, quelle sera ta réponse? Et donc, en ruminant cette question, je me suis dit qu'il fallait peut-être me décider à me lancer dans le jeu de la production de nouveaux masques. Il faut préciser cependant que j'appartiens à ces artistes qui arrivaient hors de l'Afrique, notamment en Europe, pour la toute première fois dans les années 2000, et qui devaient se battre pour démontrer qu'ils sont des artistes tout court et pas des artistes africains. Parce qu'il y avait une sorte de cliché à être artiste africain. Et le masque est l'objet d'art provenant de l'Afrique et qui a été le plus connu dans le monde. Et du coup, ça semblait être logique pour un artiste plasticien de dialoguer avec les masques. Et pendant longtemps, j'ai toujours refuté cette pratique-là parce que je ne voulais pas être assimilé à quelqu'un qui essaye d'afficher un cliché et de se balader avec ce cliché comme étant le symbole de l'appartenance à son continent d'origine. Mais face à cette situation, j'ai décidé d'essayer de me lancer dans ce champ et de voir ce que je pouvais arriver à proposer comme esthétique nouveau dans la production des masques et des masques rituels. Et pour cela, je me suis dit qu'il ne fallait pas m'inscrire dans le mouvement de quelques rares artistes reconnus qui produisent des masques, mais qui se sont cantonnés à la production d'objets d'observation, c'est-à-dire d'objets destinés à être exposés et être vus. Parce que je juge que c'est justement un penchant dans l'utilisation du masque qui est tributaire de la colonisation. Pour moi, il fallait à tout prix faire les choses autrement. Et je me suis dit que si je me mets si je relève le pari de produire des masques, il faudrait que mes œuvres ne se limitent pas à être des objets qu'on expose, mais que ce soit des objets qui, en plus, peuvent rentrer dans l'univers rituel et réel et mener une vie rituelle. Mener une vie rituelle. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était de commencer par faire des recherches sur les masques pour comprendre c'est quoi les masques rituels, qu'est-ce qui constitue ces masques rituels, quelles sont les composantes des différents masques et à quelle cérémonie ou à quelle confrérie utilise de tel masque, pourquoi ce masque a cette écriture plastique. Donc cette phase de recherche a été faite et j'ai produit des masques hybrides qui en fait sont des objets qui dialoguent et fédèrent les éléments d'esthétique qui rapprochent des univers différents. On a à l'écran par exemple un masque, un scream mask qui a été associé à un masque Kungan pour donner naissance à un masque particulier. Donc c'est le scream mask qui s'est vu pousser des cornes pour être un masque qui, enrichi de dreadlocks, prendra l'aspect d'un masque Kungan réel.
On a dans ce second cas de figure la notion de l'hybridité qui repose sur le rapprochement entre un masque singe Dogon et un masque Kungan pour donner naissance à l'esthétique d'un nouveau masque Kungan. Donc, ce travail a été fait, mais n'a pas été fait par moi seul. J'ai choisi de le faire en collaboration avec quelques personnes qualifiées de la région, notamment des personnes qui cherchent dans le champ de l'artisanat. On a à l'écran un sculpteur, notamment Alassane Fouapon, qui s'est chargé de la réalisation des sculptures à partir des dessins que je lui ai remis. On a pour l'image suivante la perlière Mama Kwam, qui s'est chargée de recouvrir les perles sculptées, les pièces sculptées de perles. C'est le même travail qu'a fait Mamarou Changou, qu'on a en image là. On a le papa Frédéric, qui lui a été accessoiriste dans le cadre de ce projet en tissant les cheveux. Et il faut préciser que ce sont des cheveux humains sous forme de dreadlocks avec lesquels il a habillé les masques. Donc c'est tout ce savoir-faire qui a permis, donc une chaîne de collaboration qui a permis la réalisation des masques dans le cadre de ce projet. Ceci dans le but en même temps de rapprocher ces personnes-là dans le domaine de la création contemporaine. Parce que la plupart de ces artisans sont spécialisés dans la production de masques sériels à trappe touriste destinés à la vente. Et là, ils découvraient qu'en déplaçant les choses, on peut proposer du nouveau. Et c'était aussi ça le but du projet, dans la nature de notre collaboration. Les pièces existantes n'étaient pas suffisantes. Il fallait après que les pièces aient l'approbation des membres des confréries pour être utilisées. Et pour cela, il faut préciser que le premier masque que j'ai fait a été destiné à un ami et frère de longue date, notamment Hervé Yamgen. Et Hervé, comme jeune membre de la confrérie Kungan à Balassier, connaissant mon travail et mon projet, étant lui-même artiste plasticien, a tout de suite donné son accord pour porter ou conduire l'un de mes masques dans l'univers rituel. Mais pour cela, il aurait fallu au préalable avoir l'avis et l'accord du chef de la confrérie. Et là, on a en image justement le chef de la confrérie qui, lui, me présente l'esthétique des masques classiques, du masque Kungan. Voilà. L'échange avec lui fut fructueux et, à son tour, il me dit qu'il n'était pas contre le projet, mais que son aval seul ne suffisait pas. Il s'appelle Étienne Djombi. Qu'il fallait avoir l'aval du monarque pour que les masques faits par mes soins soient utilisés dans l'univers rituel réel. Et quelle me fut ma chance le même jour de croiser au même endroit, au village Balassier, Sa Majesté Ngangom Sylvestre, avec lequel je suis en pleine conversation ici. Et fort heureusement, Sa Majesté m'a avoué qu'il était partant à 200% avec ce type de projet, qui était pour lui un projet novateur. Donc, ces accords-là ont permis que le projet ait déjà un accord, mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu en plus que le masque soit passé au peigne fin par les membres de la confrérie de Balassier. Mais cette fois-là, je ne prenais pas part à l'assise parce que ce ne sont que les membres de l'association qui devaient décider. Donc on a là par exemple à l'image deux esthétiques de masques, un masque classique et un masque fait par mes soins qui est un regard ou une esthétique contemporaine de ces masques-là, et notamment inspiré du masque singe des Dogons, qui est le tout premier masque que j'ai fait et qui a été le tout premier masque à rentrer dans l'univers rituel réel. Là, on va se rendre compte que les coris qui sont répandus sur le visage du masque ont disparu et ont été remplacés par des boutons. C'était une volonté. Il y a une raison à cela. Mais cependant, les coris apparaissent quand même sur les franges du pendentif qu'il y a sous le masque. Et ça a été une demande de la part de la confrérie. Une fois que ce masque a été fait, le masque a été validé, il pouvait donc rentrer dans l'univers rituel. Mais dans le cadre de ce projet, il faut aussi le préciser, le travail commence par être présenté dans l'univers de la scène contemporaine. Et ce n'est qu'après l'univers de la scène contemporaine que l'objet rentre dans l'univers rituel réel pour mener une vie d'objet rituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu,
à ce titre-là, prendre à contre-pied le parcours classique des masques qui se trouvent dans les collections muséales occidentales aujourd'hui. Ces masques ont commencé leur vie comme objet rituel et ont fini comme objet de monstration. Donc moi j'ai décidé de faire l'inverse. Et donc on a dans l'image qui suit le masque le masque conduit par Hervé Yamgen dans l'espace rituel, qui ici était d'abord présenté dans le cadre d'une exposition individuelle à Banjul Station. Donc c'est dès qu'après cette exposition que ce masque va être remis à Hervé, qui va, comme on le voit à l'image qui suit, l'utiliser ou le conduire, parce que c'est le thème le plus approprié, conduire le masque dans l'univers rituel. Donc là, on a Hervé portant le masque et on a Hervé dans le rang de la cérémonie de danse. Ce masque, après la cérémonie, va se retrouver dans une installation sous une autre forme à 154, pendant la foire 154 à Londres en 2015. Et l'installation est faite d'un certain nombre d'éléments. On a le masque, on a une vidéo qui présente la vie du masque dans l'univers rituel. On a également une photographie qui n'est pas vue sur ce cadrage ici, qui présente toujours le masque utilisé dans l'univers rituel, mais en plus, on a la caisse qui a permis la mobilité du masque du Cameroun pour Londres. Après Londres, le masque est revenu au Cameroun. Les masques qui suivent sont des masques qui ont suivi le même chemin. Là, on a le masque qui aujourd'hui est présent dans la collection du Broadway Museum of College of Art. C'est un masque qui a été dans un premier temps présenté lors d'une exposition à l'espace Douala à Douala, au Cameroun. Et après cela, le masque a été utilisé dans une cérémonie rituelle à Banja. Et donc, le masque après Banja a été présenté dans une exposition à la galerie Axis à New York, avant d'être exposé, comme c'est le cas présentement au Baldwin College Museum of Art. Il faut préciser que les éléments qui entourent cette installation, qui est une autre forme de présentation du masque, sont on va dire, on appelle en anglais Museum Label. Il y a le Museum Label et le Contemporary Label, c'est-à-dire que c'est l'étiquette de présentation de l'œuvre. Il y a une forme qui est muséale dans un certain sens, parce que le travail fait un clin d'œil à un aspect purement de traitement ethnographique et autres. Et il y a une approche qui est purement contemporaine, parce que le travail appartient aussi à la scène contemporaine. Donc le travail l'œuvre devient une pièce assez particulière qui effectue des voyages entre l'univers rituel et la scène contemporaine. Et quand le travail est dans l'univers rituel, c'est pourquoi notamment on a des vidéos. Moi, en tant qu'artiste, j'adopte la posture de l'ethnologue qui, lui, suit la vie de l'objet que j'ai réalisé dans l'univers rituel réel, à travers des vidéos et des photographies. Il y a des éléments qu'il faut fournir pour que la pièce se déplace. Donc pour la question de la mobilité de la pièce, il y a des autorisations qu'il faut avoir, des autorisations de sortie, des certificats d'origine et ainsi de suite qu'il faut avoir dans soit à la délégation de la culture ou à la chambre de commerce et même aux eaux et forêts. Et tout cela constitue des pièces importantes qui accompagnent le travail dans sa mobilité, et c'est pourquoi ces pièces-là apparaissent justement dans l'espace de présentation de l'œuvre. On peut passer à une autre œuvre et le chemin est le même, un masque hybride fait du masque crocodile Dogon et du masque Kungan, qui est présent ici de dos à la droite de l'image, toujours à l'espace Douala, ensuite qui est visible dans l'espace d'exposition et qui, dans cette image qui suit, est plutôt exposé au New York Museum, toujours aux États-Unis. Voilà. Donc, sommairement, voilà à peu près le cheminement qui est mené dans le cadre de ce travail. Je vais vous convier à découvrir une vidéo présentant justement Hervé Yamgen parlant de l'acte de porter ou de conduire le masque dans l'univers rituel. C'est une vidéo de 2 minutes. Et ensuite, on aura l'un des courts films de 3 minutes environ sur l'un des masques réalisés par mes soins. Le fait de porter le masque Kunga,
C'est une expérience particulière parce que quand on porte un masque, ce n'est plus son propre nom qu'on a. On porte un masque au nom de plusieurs générations de gens qui ont porté des masques. Quand je porte le masque, je ne suis plus simplement le Hervé Yamgen qu'on connaît. J'appartiens à une lignée de la famille Nzarakap, de Balassier. Et c'est au nom de cela que je porte le masque. Donc je suis porté par plusieurs générations de personnes. Et je suis leur chemin. Et c'est en cela que quand on revêt un masque sur soi, on entre dans une autre peau. Et c'est avec le souffle de ses ancêtres que le pied du danseur porteur de masque agit sur la terre des vivants. Et c'est cette expérience qu'on vit au jour le jour quand on entre dans la société initiatique Kunga. C'est une initiative à faire avancer l'esthétique du masque, partie d'une esthétique ancienne comme celle qui est à ma droite vers une esthétique nouvelle comme ce masque qui est à ma gauche. Et cette expérience-là, c'est aussi parce que en tant qu'homme d'aujourd'hui, en tant que personne de ce monde artiste, on voudrait que la culture vivante, contemporaine, elle aussi bouge et ne soit plus figée, ne soit pas figée dans les formes anciennes, qu'on fasse bouger les formes pour être d'aujourd'hui. Et c'est en cela que je participe à danser dans le Kunga avec ce masque particulièrement, parce qu'on avance vers une esthétique nouvelle.
Donc voilà sommairement ce que je voulais partager avec vous dans le cadre de ce projet que j'ai réalisé qui est un projet en cours parce que le projet continue. Aujourd'hui, il y a une douzaine, voire une quinzaine de masques qui sont présents dans l'univers rituel et qui mènent leur vie comme objet rituel. Il faut aussi préciser que lorsqu'un masque arrive à sortir de cet univers-là, il y a automatiquement un acte de gémelléité, donc un masque similaire, pas identique, mais similaire, qui lui est réalisé et qui demeure dans l'univers rituel. Donc voilà sommairement ce que je voulais partager avec vous concernant ce projet Visage de masque. Je reste ouvert à vos questions pour plus d'éclaircissements. Je vous remercie. Thank you, Hervé, so much for an absolutely fascinating presentation. We enjoyed it so much. And I'm thrilled that we have an opportunity now to enter into conversation with you. And we are delighted, Dominique, that with all of your thoughtful consideration of Hervé Youmbi's work over the years, that you too can be part of the conversation. Questions are already coming in from the audience. And if I may, I'll start with one that has come in about, and let me just read it aloud. Hervé, thank you so much for your presentation today. How do you feel about having your work collected by museums in America and Europe? Is this a source of pride? Or do you miss the masks that are in museum collections so far away from your homeland? Hervé, est-ce que tu souhaites que je traduise? Oui, vas-y. Alors, d'abord, les remerciements de la personne qui pose les questions pour cette très belle présentation. Et la question donc suivante, quelle réaction de ta part par rapport au fait que les masques que tu conçois sont collectés par des musées en Europe et aux États-Unis? Est-ce que c'est une source de fierté pour toi ou est-ce que ces objets te manquent? Leur absence du contexte rituel pour lesquels ils ont été notamment créés. Merci pour la question et pour la question qui a été posée. Il faut dire qu'à l'entame de ce projet, il n'était pas du tout question que les œuvres réalisées quittent l'univers rituel pour être collectionnées par les musées occidentaux. Mais à la suite de l'intérêt de ces musées d'acquérir les masques, il y a eu une discussion âpre entre moi, mes galéristes, Hervé Yamgen, qui était celui qui m'a ouvert la voie de l'univers, on va dire quoi, de l'univers des membres de la société de Koungan, le chef de la confrérie de Koungan et le roi de Balassier. Donc, il y a eu des échanges entre nous et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, il y a même quelques amis que j'ai eu à impliquer dans le mouvement de réflexion. Pour ne pas être long, ce qui a semblé émerger comme idée forte, c'était que ça pouvait être intéressant que ces objets soient comme des ambassadeurs et donc que ces objets puissent quitter l'univers rituel pour être présentés ailleurs et pourquoi pas, si possible, revenir et donc faire des va-et-vient entre l'univers rituel et l'univers de la scène contemporaine, ce qui a ouvert une brèche totalement nouvelle aujourd'hui dans l'élaboration de ce projet. Je ne sais pas si je m'arrête là ou si je continue. Voilà. Peut-être je peux déjà traduire ce que tu as dit jusque-là. D'accord. Pour ne pas risquer de perdre. So I will try to be as true as possible to what Hervé just said. Initially, the plan was not at all
for the objects to leave the ritual arena, the highlands of Western Cameroon. However, based on the interest that they were eliciting, a variety of very complex conversations took place between Hervé, his collaborators, notably Hervé Yamgen, members of Kungan, the association, the ritual association for which the masks were created, Hervé's gallerists, and he also brought in a number of friends for a discussion around this. And the upshot of these discussions were that it would be interesting that the objects be able to function as ambassadors of a sort for the culture that they were born to become a part of. And this is how, in fact, this happened, but it wasn't the original plan. Je te laisse reprendre. Voilà. Donc, je disais que cette pratique, finalement, a ouvert une nouvelle brèche, qui est une brèche très intéressante, justement, qui permet à mes objets, parce que ces objets, sont des objets à la fois des œuvres. Je ne sais pas quel terme utiliser parce que c'est finalement ambivalent. Quand c'est dans l'univers rituel, on parle d'objets rituels. Quand c'est dans l'univers de la scène contemporaine, on parle d'œuvres d'art contemporaines. Et du coup, ce sont les mêmes objets qui, finalement, comme tu l'as très bien dit dans tes textes, rendent flexible et la limite rigide que les experts ont toujours érigée entre tout ce qui peut avoir trait à l'univers sacré en Afrique et ce qui peut être du domaine de la création contemporaine. Et donc, voilà, ces objets-là voyagent aisément aujourd'hui entre l'univers de la scène contemporaine et l'univers rituel et changent de casquette en fonction de ces mouvements, deviennent soit des objets rituels ou alors des objets d'art contemporain. Ce qui est un plus à mon Pardon. So these discussions and the fact that the objects started functioning as ambassadors created a breach, a break in forms of categorization and ways of thinking that have tended to be extremely rigid. And so objects that would tend to be described as either ritual objects or works of contemporary art actually functioned as both at the same time and were able to navigate between different realms, the realm of the ritual and the realm of what I, from an art historian's perspective, would call the white cube. And so they go back and forth, and they literally, the term, the expression that Hervé uses is, I think, worth translating in a literal way. He says, ont des casquettes différentes. Basically, they put on different hats, depending on who's looking, where they are, and how they're navigating. And so something becomes flexible that had been completely rigidified by, here, this is me adding this, art historical and anthropological and museological practice coming primarily from Europe and North America. Hervé, si tu as l'impression que je ne traduis pas la spécificité. Ah non, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, merci bien. Merci beaucoup. Thank you so much, Dominique and Hervé. And there's some wonderful questions coming in. Before I turn back to questions from the audience, however, Dominique, I wondered if I could put a question to both of you, and if you could each say a little bit more about how you first connected with one another as an art historian and a curator and an artist. Dominique, I know you have thought so much in your own practice as an art historian about ways in which objects travel around the world, the intersection between culture and commerce. And it would be wonderful, I think, for all of us to hear a little bit more about the nature of your own collaborations with one another. Alors, parole à toi, Hervé. La question posée est de savoir les origines de notre rencontre et puis comment notre collaboration, je dirais notre amitié, s'est structurée. Ben, je crois que tout a commencé un matin de, je ne sais plus de quel mois, mais je sais que c'était en 1999
2018 à Douala. Nous étions, j'appartiens au collectif Capsiki, comme elle a présenté tout à l'heure dans la présentation qu'elle a faite de moi tout à l'heure. Et donc, le collectif Capsiki avait initié un projet qui consistait à faire une exposition des travaux d'artistes contemporains camerounais dans les lycées et collèges pour faire connaître davantage les artistes plasticiens. Parce que quand on disait artistes au Cameroun, on ne citait que des musiciens. Et on s'est dit qu'il fallait essayer de faire changer la donne en allant vers les jeunes avec des œuvres d'art. Et donc, j'avais réalisé des affiches avec des sanguines et des pastels. Et à la vue de cette affiche, tu t'es approché de moi et tu as voulu voir cette affiche de près. Et c'est comme ça qu'on a commencé à converser. Et bien, de là, c'est à partir de là que tu as commencé à t'intéresser à mon travail jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je peux sommairement dire. Et j'avoue que c'est un réel plaisir et un honneur parce que je le disais encore tantôt, tu es la personne qui connaît très bien mon travail, qui a le plus écrit et donné de conférences sur mon travail dans le monde. Et quand j'ai l'opportunité, comme c'est le cas là présentement, de t'avoir dans le cadre d'une présentation de mon boulot, ben, je ne peux qu'être honoré et ravi. Merci, Hervé. So Hervé is kind enough to remember that we met in 1998 at Doualart, which is a absolutely pivotal art space within the contemporary art scene in Cameroon, which is based in Douala, as its name suggests. And he and members of Cercle Capsiki, so the collective that he co-founded, were in the process of organizing a variety of shows that were to take place in middle schools and high schools. The idea being to get young people to think about artists as also visual artists and not just musicians, because certainly at the time in Cameroon, when you said the word artiste, most people would tend to think musicians. And for this purpose, they had created, the Capsikis had created, and notably Hervé, a series of posters that were pastels and in a variety of other media as well. And I saw one of them. I remember this very well. I was very, very entranced with it, and came up to Hervé and said, "Well, tell me." And this is how indeed we became friends. I will say on my end that I had been from several years going back and forth between New York City, where I used to live, and Banjul, which is the chieftaincy where Banjul Station is, where the first installation of Visage de Masque was. But of course, this was a long, long time before then. This was in 92, in 96, in 98, and 99. And I shifted at that point between working on architecture in the Banjul region and the politics of architecture and of revolt to looking at contemporary Cameroonian global art. And it's thanks to Hervé. It's thanks to the two Hervés. It's Hervé Youmbi and Hervé Yamgen. They completely inflected my trajectory. If we had not met on that day, I'm not sure I would be doing what I'm doing now. So as I said in a recent talk in Paris, I am because they are. And it's truly an honor to be here with them. Dominique, that is such a beautiful sentiment. I love it. And I love your comment about how much the two Hervés injected your trajectory. And indeed, I think one of the things that really stands out on Hervé and your description of your work is the extraordinarily collaborative nature of the work you're doing. And that brings us to our next question from the audience that starts with another thanks for your comments. And the question is, Hervé, what were you and the participants able to observe? Did the contemporary masks you created impact in any way the rituals they were used in? Alors,
Anne commence par faire ressortir le fait que tout le côté collaboratif de ton travail est quelque chose qui la touche, et je dirais la même chose, qui me touche profondément. Et donc, ça mène à une question du public, préfacée par encore un remerciement pour ta très belle présentation, de savoir qu'est-ce que tu as pu observer lors de cérémonies où étaient présents des masques de ta conception. Est-ce que leur présence dans le contexte d'un rituel Kungang a eu un impact transformatif sur le rituel lui-même? Je ne pense pas. Ce serait trop concédé de pouvoir à mes masques. Disons plutôt que les cérémonies auxquelles le public assiste sont des cérémonies qui se font après une veillée que les membres de la confrérie passent entre eux. Donc, il y a une période forte dans laquelle ils chantent, dansent, échangent entre eux. Et ce n'est qu'au lendemain, le lendemain au matin, parce qu'ils le font pas, ils se retrouvent autour de 22 heures et puis passent la nuit ensemble. Et au petit matin, il y a une sorte de parade qu'ils offrent au public. Le petit commentaire que j'ai, par exemple, d'Hervé et d'autres membres qui me parlent de ce qui se passe, je n'ai pas le droit d'assister à cette phase-là. C'est que quand ils arrivent, ils accrochent leur masque et, paraît-il, la plupart du temps, les membres de la confrérie accourent vers les masques faits par mes soins pour les observer de près. Parce qu'ils trouvent que c'est assez surprenant, c'est nouveau, c'est intriguant, ça questionne. Et ils essayent d'en savoir plus. Et très souvent, c'est suite à cette phase d'échange autour de ces masques que des nouveaux membres essayent de venir vers moi en me disant, je veux que tu me fasses un masque, je veux que tu conçoives un masque pour moi. Et c'est ce qui, en fait, de fil à aiguille, me permet aujourd'hui d'enrichir davantage l'univers rituel de nouveaux esthétiques de masques. Parce que ces masques trouvent l'adhésion des membres qui sont d'abord curieux de savoir ce qu'il en est et ensuite veulent à tout prix en avoir un. Voilà à peu près l'aspect de changement qu'ils pourraient avoir. Mais dans le fond et dans la manière dont les choses se trament, je ne crois pas qu'ils puissent avoir un impact réel. Mais ce n'est pas les moindres, en fait, ce n'est pas des moindres déjà, qu'à ce niveau-là, ils puissent avoir ce changement-là. So Hervé's initial answer is that no, he thinks that it would be ascribing more power to his masks than he is willing to concede. To say that they are changing, that they have an impact on the ritual itself. He points out that the ritual is in fact not just what you see. In other words, it's not just what he showed us in the film, which is the Kungang dancers working through, which is the way I would translate conduire, working through the masks. But that something happens the night previous. The members of the association will meet around 10 p.m. and spend the night together in conversation, in exchange of ideas and so on. And only the next day will they appear in a more public setting. But during this time where they are not, in fact, working with the mask, embodying it, the masks will be placed inside the location where they're meeting. And what tends to happen, says Hervé, or so, because he has never been able, he's not allowed to attend these night meetings, but others have told him about them. And that one thing that happens is that especially younger members of the congregations will tend to approach the masks that he has conceived and show real interest in them and want to talk to him
about, well, what are these and what have you tried to do? And I would like one. Can you make one for me, please? So in that context, he says that there is definitely a transformation that occurs, but he would say that it is not a transformation of a ritual nature. Il faut dire qu'il y a une forme de transformation plutôt dans le champ de la collaboration avec les artisans. Par exemple, au niveau des sculpteurs, ils apprennent à comprendre qu'il ne faut pas juste reproduire des masques qui existent, mais qu'ils peuvent également créer du nouveau à partir de ce qui existe. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que quand j'arrive à Fumban, certains accourent vers moi en me présentant ce qu'ils ont fait et qui semble être nouveau. Des masques qu'ils ont réalisés en y apportant une touche nouvelle, sans être juste dans la reproduction. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le sculpteur avec lequel je parle me dit qu'il arrive facilement à lire mon dessin et de le voir en 3D, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, il y a une forme de progression dans sa manière de lire les formes et de les interpréter. Chez le perlier ou chez la perlière, ils apprennent énormément, et c'est ce qu'ils me disent très souvent, ils apprennent énormément au niveau des couleurs. Je suis peintre à la base, donc j'utilise les couleurs des perles comme ma palette picturale. Et donc, on a une manière différente de voir et d'interpréter les couleurs. Et ils apprennent énormément dans ma manière d'agencer des couleurs, de proposer des éléments de couleurs dans le domaine du perlage. Et là, il y a quelque chose qu'ils apprennent énormément et qui est de l'ordre de l'amélioration de leur travail à eux, du quotidien, qu'ils font au quotidien. So where things do change, where there is a very tangible transformation, is in the collaborative process. With sculptors, for example, or beaders, who might have previously not tended to explore new forms as readily as they do now, as a result of the collaboration with Hervé. And so, for instance, the sculptor whom he showed us at work is now able to look at Hervé's drawings and read them in 3D, which was not the case initially. Hervé is originally a painter. His training is first as a painter. And so he uses the beads the way he would use paint on a palette. And so the conversations that ensue with the beaders result in more experimentation on their part. And so that he would say that there is really a tangible effect. If I may I ask Hervé a question? Please, yes. Yeah. Alors, du coup, ma question que je te renverrai, c'est de savoir, est-ce que ta pratique à toi, ta conception des masques est transformée par la collaboration avec Marie Quam, avec Mfwapong, etc. Est-ce que tu te vois, toi, faisant des choses différemment, autrement que quand tu as commencé le processus? So I'll translate very quickly. So what I'm asking is whether there's a reverse action that occurs with Hervé's work finding itself materially impacted by the collaboration with carvers and with beaders. And does it result in his thinking differently the process of conceiving these masks than perhaps he did at the beginning of the project? Il faut dire que c'est vrai qu'en fonction des techniques qu'ils utilisent et que je découvre à travers la collaboration avec eux, j'essaie de tirer le meilleur et de voir comment trouver parfois des solutions face à ce qu'ils me proposent. Je prendrai un exemple très simple. La première difficulté que j'ai eue, c'était face à la réalisation des œuvres que je devais faire pour le Münster Sculpture Project. Les œuvres étaient des pièces quand même assez grandes. Je devais les faire dans un temps relativement court, mais les faire convenablement. Il me semblait impossible de remettre cette sculpture qui faisait environ 2 mètres, 1,80 m, 2 mètres à la perlière pour qu'elle puisse l'habiller avec du tissu et ensuite le recouvrir de perles. Ça semblait un travail impossible dans les temps qui étaient impartis.
Alors, la seconde solution que j'ai eue, c'était d'utiliser une autre technique de perlage, qui est celle du contre-collage des perles directes sur le bois. Mais quand les artisans de Fumban le font, ils utilisent après une sorte de patine faite de terre, de suie ou de sable pour pouvoir consolider les perles pour qu'elles ne s'arrachent pas. Mais seulement cette patine les arrange parce que ça donne un caractère vieillissant aux pièces. Et moi, je ne voulais pas de caractère vieillissant pour mes pièces. Et donc là, j'étais face à un vrai dilemme. Et donc, c'est après moult recherches que j'ai trouvé la possibilité d'utiliser du mastic de silicone translucide, qui est plutôt très adapté parce que ça protège le bois contre les charançons, ça protège le bois contre l'humidité, la moisissure, et en plus, ça consolide efficacement les perles, et c'est également quelque chose qui est ultra transparent. Donc, aujourd'hui, certains de mes perliers, justement, utilisent cette technique également sur des pièces qu'ils réalisent pour leur commercialisation. Donc, voilà un peu. Donc, face à des difficultés que je rencontre sur le process qu'ils ont, en fonction de ce que je cherche, parfois ça m'amène à creuser des pistes qui ouvrent d'autres champs et qui sont des champs que nous explorons tous ensemble aujourd'hui. This is completely fascinating. Hervé was working on his installation at the Münster Skulpturprojekt, which involved extremely tall sculptures, one of which was about 2 meters tall. And now the way that you usually do beading in the region is that you cover the object in cloth, and then you oversew with beads. But the problem was that asking the beader to do that for a 2-meter piece, especially in the relatively short amount of time that was available, seemed completely unmanageable. And so this forced Hervé to think through a variety of other practices that were being used by sculptors in other contexts. So for instance, for primarily tourist-based, I think, work, a number of them were using a silicone base. No, pardon, no. We're using a type of mastic, a paste, basically, involving earth and a variety of other materials. And the interest in that was that it would consolidate the beading, but it would also give a patina that made the objects look old, which was emphatically not what Hervé wanted. So then he had to start reflecting, okay, what can we use? And came up with this idea of using a silicone-based, transparent mix that would give that would both consolidate the beading, so you didn't have to oversew, but that would also give it the very shiny texture that is necessary for that piece. But then the result is that having worked with this technique for the Münster piece, then carvers he was working with and beaters he were working with said, oh, well, I'm going to use these now for these other commercial projects that have nothing to do with what Yumbi is doing. And so the collaborations result in all kinds of different offshoots. And this is fascinating. I mean, ça, il va vraiment falloir qu'on en parle. I think it's absolutely extraordinary. I know we're coming up to the time that we must conclude, but I'd like to share just one more question, if I may. And this has to do really with the sort of the hybrid nature of the work that you do, Hervé, and the surprise that you expressed by the way in which an American form, the Scream mask, had migrated into the work of Cameroonian artists. So there's a question that takes things from the other direction. So I'll read it. It says, hello, I am an African-American man who has grown up in the United States my entire life. I am often amazed by the artwork and craftsmanship of Western Africa. I am curious if you feel that there is space for Black Americans to both communicate and participate in the creation of masks and other wearable art forms of this kind? Wow, that's a fabulous question. Donc,
Donc, la question vient d'un interlocuteur qui s'identifie comme un homme africain-américain et qui te pose donc la question, étant donné un très grand intérêt de sa part et vraiment un très grand respect, je dirais, pour la production d'œuvres d'art, en particulier de masques dans un contexte africain, et je crois que monsieur a dit en particulier ouest-africain, la question pour lui se pose de savoir, à tes yeux, y a-t-il une place pour des hommes, pour des femmes africaines, américaines, dans la production de formes telles que celles que tu envisages toi. C'est-à-dire, je suppose, pas nécessairement tes masques à toi, mais la production de formes novatrices de masques et d'objets portables. Il a utilisé le terme wearable art. Des formes qui devraient être portées par eux? Je ne comprends pas très bien la question. So Hervé would like to know if the gentleman who's asking the question means objects to be worn by him, or more generally, if I understand Hervé properly, by an African-American embodiers of masks, or does he's not clear on what the question is exactly? The question comes from a gentleman named Carl Williams. So Carl, if you're able to respond, please do, but I'll offer my best interpretation based on the way in which the question is worded. I believe that he's curious to understand, in terms of this question of cultural transmission, is there a space, just as Cameroonian artists have been adopting elements of American culture into the creation of their masks, is there an appropriate and respectful way for African Americans in turn to import from Cameroonian art the development of objects or other forms of wearable art that might in turn have certain forms, and I'll even use the word ritualistic or of social significance in the US. So I think there's just a desire to understand how fluid the transmission of art forms created by the artists with whom you are working could be into a different cultural context, understanding that they're created for a specific ceremony that may have religious significance for them. Okay. Donc la personne qui a posé la question, si j'ai bien compris, n'a pas encore répondu à ta question à toi, mais Anne propose qu'une façon de penser cette question serait, tu remarques au début de ta présentation la présence de masques de Halloween Scream qui sont appropriés par des danseurs, on va dire ça vite comme ça, au Cameroun, dans les hauts plateaux, et qui sont réappropriés, repensés, notamment par toi. C'est-à-dire qu'il y a une transmission culturelle très riche qui se fait à travers ton appropriation à toi de cette image. En réponse, en retour, en écho, on va dire, à ça, est-ce qu'on peut imaginer des artistes africains-américains faisant très très attention donc à respecter les cultures ou les notions qu'ils pourraient emprunter à un contexte camerounais par exemple, et pour produire des objets qui auraient, et objets de nouveau, je suis d'accord avec toi, il y a un problème là avec le terme, qui pourraient avoir une signification aussi bien esthétique que fondamentalement culturelle, moi je dirais spirituelle également, politique, économique, que sais-je. Oui, mais effectivement, je crois que là, on est là en plein dans la question dans le champ de l'appropriation, en fait, dans le travail. Et je crois que c'est à cet endroit que j'étais, justement. Quand je parlais de ce travail quand je parlais de l'utilisation de Scream Mask,
qui me choquait, c'est justement parce que je constatais que ce masque est un masque élastomère. C'est un masque qui est produit en Chine et qui a probablement été inspiré par la toile Le Cri de Munch, et qui a été designé par une personne dont le nom m'échappe, et qui a été produit en Chine et destiné à une cérémonie aux États-Unis. Et du coup, ce masque se retrouve en Afrique, a été utilisé dans l'univers rituel et être utilisé comme tel, sans intervention aucune. Et c'est là l'endroit de mon problème, c'est-à-dire que j'avais un problème avec ce masque tel qu'utilisé à cet endroit-là. Et donc, je me disais, mais est-ce qu'il n'y avait pas manière de s'en approprier? Parce que d'habitude, dans le domaine de l'art, ce qu'on dit, c'est que quand une chose nous intéresse et qui a été produite par l'autre, la manière de s'en approprier signifie qu'il faut prendre la chose, la consommer, la digérer et la rendre avec les parfums de nos tripes, avec notre ADN, si je peux le dire de cette manière-là. Et j'étais juste surpris que cet exercice n'avait pas été fait au niveau de ces masques qui étaient utilisés à cet endroit. D'où, justement, cet exercice que j'ai fait qui consistait à utiliser les matériaux qui peut-être ne sont pas des matériaux d'ici, mais qui sont des matériaux qui ont déjà fait leur temps entre les mains des perliers à l'Ouest Cameroun. La manière d'utiliser les perles, on fabrique les perles ici, mais la manière d'utiliser des perles sont spécifiques parfois de ces personnes, de ces artisans de l'Ouest Cameroun. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être les faire en bois et plus en plastique, et ensuite les recouvrir de perles, par exemple, pour leur donner d'autres aspects. Et en ce moment-là, leur permettre de rentrer dans le moule des objets produits ici. Et je crois que si ces personnes de l'autre côté, ces Africains-Américains de l'autre côté, sont intéressés par l'exercice et peuvent faire pareil en s'inspirant des objets d'ici pour les faire rentrer dans le moule de leur univers là-bas, moi, je ne verrais pas d'inconvénient. Ce serait que tout à fait normal. Donc, voilà sommairement ce que je peux dire par rapport à cela. So we still have time, then? Okay. I'll start with the end of what Hervé said and move backwards. It seems to him that, yes, of course, this kind of appropriation is possible and is necessary. He certainly doesn't see any issue with it. What he's interested in is and I think it goes to the question that was asked by the gentleman, that the appropriation not be a wholesale appropriation. In other words, that a transformative process occurs. And that was why he had so many problems with the plastic screen mask, such as he had seen it, because basically it had been, from his perspective, imported completely wholesale with no action effected upon it. And so his interest was to see, well, what can I do with this? I'm going to appropriate this appropriated thing, and I am going to make it function in a context that is itself full of appropriation. So he points out, for instance, the beads, the kinds of beads that are used are not, they didn't originate in the highlands of West Cameroon. They came, there's a whole history to the trade of beads that goes back to the Renaissance. That's me, not him. But what Hervé was interested in was in ways in which you can take this thing that has been parachuted in and transform it so that it makes sense and so that it gains in richness in the context that one is in. And he doesn't see any reason why that wouldn't work in the inverse direction, provided again that it's not simply a wholesale appropriation. That is absolutely fascinating. And I think that the final question, as well as your response, Hervé and Dominique, really gets to the dynamic and evolving, very lively construct of the project itself. We can see just why it continues to be so powerful, because you've inspired so many new imaginations to take it on and to help develop it in many new ways. There are a number of questions that unfortunately we won't be able to get to together today, but I've captured them and we'll definitely make sure to share those with the artist, Hervé. I think you'll find them very interesting. People obviously have
taken so much away from your work. We thank you both for your time, for your insights. This has been a wonderful, wonderful conversation. I want to thank our audience members so much, as always, for your fascinating insights and for being so generous with your own thoughts and queries. And on that note, I want to be sure to invite everybody to join us for our next live public program, which will take place on Monday, May 10th from 5:30 to 6:30 p.m. Eastern Time. It will address Samuel Waldo and the American heroes of Louisbourg, examining their role in colonization and enslavement in early New England. We hope you can be with us for what promises to be another lively conversation. Hervé and Dominique, thank you so much for being so generous with your time and expertise. And again, we can't wait to get you here for a conversation in person. We wish you a wonderful conclusion to your day, and thank you again. Thank you so much. Merci, Hervé. Merci, merci Dominique, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci, Anne. Merci.